Salut tout le monde, nouvel octogone. J'avais le choix pour ouvrir soit sur CrowdStrike, donc la panne mondiale, la plus grande panne de l'histoire de l'informatique, soit sur les attaques israéliennes sur le port du Yémen. J'ai décidé d'en faire un supplément, vous pouvez donc le consulter directement sur la chaîne de Scandaria. Donc on va ouvrir sur la panne CrowdStrike. Alors, je vous lis la dépêche, on va analyser ça un peu plus en détail. Une importante panne informatique, on sait maintenant que c'est la plus grande panne informatique de l'histoire de l'informatique, a frappé les services de Microsoft le 19 juillet 2024, perturbant de nombreux secteurs. Cette panne a été causée par un problème de configuration réseau et une mise à jour défectueuse du logiciel de cybersécurité CrowdStrike, qui a d'ailleurs évidemment beaucoup souffert en bourse entre-temps, qui a impacté les systèmes sous Windows. Une mise à jour du routeur de Microsoft a entraîné des messages incorrects envoyés à tous les autres routeurs, perturbant la connectivité réseau et provoquant des interruptions de services comme Teams, Outlook et Azure. Parmi les services touchés figuraient donc Teams, Exchange, Outlook, SharePoint, OneDrive for Business et la plateforme Cloud Azure. Les utilisateurs ont rapporté des difficultés d'accès et des écrans bleus au démarrage, les fameux Blue Screen of Death. Microsoft a conseillé de démarrer les machines en mode sans échec pour supprimer le driver problématique. La panne a eu, donc vous imaginez, démarrer sans échec, alors pour les pauvres gens qui avaient carrément des serveurs sous Windows, ce qui est évidemment pas du tout une best practice, ce qu'on décourage dans le métier, mais ça peut arriver, aller redémarrer tout ça en mode sans échec, surtout si les serveurs sont physiquement à 200 km. La panne a eu des répercussions mondiales, perturbant les activités des Jeux Olympiques de Paris 2024, les systèmes boursiers et les réseaux professionnels. Des perturbations ont aussi été constatées dans certains hôpitaux et des réseaux de transport, y compris des aéroports confrontés à des retards de vol où on a vu des cas d'hystérie. Et puis surtout, on a vu des citoyens américains, les médias en ont peu parlé, mais c'est bien sûr à un média citoyen de le faire, qui se sont retrouvés piégés par la coupure du système SWIFT, c'est-à-dire que leur carte de crédit ne fonctionnait pas. Donc vous avez des Américains, parce que leur vol a dû atterrir par exemple à Krasnodar ou que sais-je, qui se sont retrouvés à devoir passer une nuit sur place sans argent et à devoir faire la manche pour pouvoir faire la manche à des Russes, c'est vraiment, pour pouvoir passer la nuit parce que leur carte ne fonctionnait pas. Et au passage, les Russes, on va y revenir, n'ont pas du tout souffert de la panne CrowdStrike, tout simplement parce qu'ils sont souverains. Les Chinois non plus n'en ont pas souffert parce qu'ils sont souverains. Nous, comme des cons, parce qu'on n'est pas souverains, on en a souffert. Et je vais bien sûr vous donner davantage de raisons à cela. Le retour à la normale a été lent, nécessitant plusieurs heures de travail pour migrer les services vers de nouveaux serveurs et déployer un correctif. George Kurtz, PDG de CrowdStrike, a présenté ses excuses pour les désagréments causés, affirmant que son équipe travaillait sans relâche pour résoudre le problème. Microsoft a confirmé que l'ensemble des services avait été restauré et était stable le lendemain matin. Pour les utilisateurs dont les machines étaient toujours en panne, Microsoft a recommandé de consulter les administrateurs réseau pour effectuer les manipulations nécessaires à la résolution des problèmes. Alors, plein de choses à voir là-dedans. D'abord, est-ce que c'était intentionnel ? De plus en plus de raisons peuvent nous laisser penser que oui, parce que le niveau d'ampleur et de systémicité est quand même sans précédent. Bien sûr, il y a un déni plausible. Si c'était intentionnel, de toute façon, il y aurait aussi un déni plausible. Donc le fait qu'il soit tout à fait plausible que ça ne soit pas intentionnel ne démontre pas que ce n'est pas intentionnel, ne démontre pas plus que c'est intentionnel, vous comprenez ? Ça n'écarte pas cette hypothèse, mais ça ne la démontre pas non plus. Méfiez-vous des gens qui sont trop prompts à écarter complètement l'hypothèse que ce soit intentionnel. Évidemment, vous avez ces deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté, dans le monde des services secrets, on est parano, il n'y a pas de coïncidence, tout arrive pour une raison, et on voit bien la caricature de ça, c'est le fameux film Le Grand Blond avec une chaussure noire, où la paranoïa du service spécial amène à prendre un pauvre violoniste un peu tête en l'air pour un super agent. Ça, c'est la paranoïa extrême. Mais après, il y a la naïveté extrême aussi. De se dire, ah bah non, c'est plausiblement explicable par une simple panne. Donc, en fait, il s'est avéré que... Alors, évidemment, l'essentiel du code de CrowdStrike est en C++. Ça nous rappelle donc la légendaire phrase que tous les codeurs connaissent de Björn Storstrup, je sais pas comment on prononce son nom, qui disait c'est difficile de se tirer dans la jambe, c'est facile de se tirer dans la jambe en langage C, mais c'est difficile de se tirer dans la jambe en langage C++, sauf que quand ça vous arrive en C++, il y a tout le corps qui part avec. Et donc, la vraie phrase, donc c'est facile de se tirer dans le pied en C, c'est difficile de se tirer dans le pied en C++, mais quand ça vous arrive, la jambe part avec, voilà. Alors,
C'est vrai. C'est-à-dire que C++ a été fait pour que il y a tout le côté anti-fragilité de Nassim Nicolas Taleb, à savoir cette idée dans l'hormèse que, par exemple, quand dans un parc naturel américain, vous empêchez les petits incendies, vous allez vous prendre l'incendie de la décennie. Le 10e fois, celui qui arrive une fois tous les 10 ans, il va être beaucoup plus violent parce que comme les petits incendies ont été évités, beaucoup de matière combustible s'est accumulée dans les sous-sols, etc. Et le jour où il y a le vrai gros incendie, alors là, vous allez vous ramasser quelque chose de bien plus sérieux. Donc l'hormèse. Eh ben, C versus C++, c'est la même chose. C'est-à-dire que C++ a notamment été conçu pour pallier les problèmes de « je me tire dans le pied » en C, en langage C. Mais du coup, en les palliant, comme il n'y a pas de repas gratuit, eh ben, quand un problème arrive, alors là, ça pète grave. Et évidemment, c'est le problème des pointeurs en C++, et c'est ce que certains analystes ont voulu souligner. Alors d'autres ont dit que c'était pas si évident que ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait le consensus, c'est que il n'y a pas eu les best practices n'ont pas été utilisées dans cette mise à jour. Donc il y a quand même des trucs qui sont suspects, parce que ça ressemble à de l'incompétence, mais ça pourrait tout à fait être toujours rasoir de Hanlon, quoi, hein, incompétence versus compétence, incompétence versus malveillance. Ça pourrait être de la malveillance, mais bon, les paranos dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, il est juste incompétent, Pierre Richard, dans ce film, mais on a l'impression que c'est des prises de karaté qu'il fait et des trucs complètement fous. Donc c'est de la super compétence. Là, sauf que dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est une personne, quoi. Là, pour une panne de cette ampleur, pour quelque chose qui a eu les conséquences qui ont eu lieu, qui pourrait être, dans ce cas-là, une répétition, pour des pannes plus grandes, un stress test en quelque sorte, grandeur nature, dans un contexte où les tempêtes solaires sont en augmentation. Aujourd'hui, on sait que l'activité solaire est dans un pic historique depuis, peut-être sans précédent, depuis au moins 100 ans. Et ça cause aussi des pannes Internet, qui peuvent amener d'ailleurs à des incompréhensions nucléaires. C'est ce qui s'était passé avec Stanislav Petrov dans les années 80. Donc, il avait donc sauvé le monde en ne relayant pas des accrochages missiles qu'il avait vus sur ses radars, alors que il aurait dû. Mais il savait bien que s'il l'avait fait, peut-être que ça aurait déclenché une réponse nucléaire de la part du Kremlin. Et en fait, c'était juste du rayonnement solaire dans la haute atmosphère. Donc, mon opinion personnelle, mais je vous demande pas de la partager, mais c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est que c'était délibéré. C'est qu'on a eu en effet une connerie, mais délibérée, une mise à jour du système de sécurité CrowdStrike n'a pas respecté les best practices, ni dans son codage, ni dans son lancement, dans son rolling, mais c'était fait exprès. Ou en tout cas, pour quelqu'un, peut-être pas pour la personne en particulier, mais mon opinion vraiment, ma conviction profonde là, de toutes les sources que j'ai compilées en préparant cet octogone, c'est que c'était une maladresse intentionnelle pour tester des trucs. Alors bien sûr, beaucoup de choses sont arrivées ensuite, que CrowdStrike avait comme actionnaire majoritaire Vanguard, que CrowdStrike est un partenaire du World Economic Forum, que certes le World Economic Forum avait fait beaucoup de scénarios catastrophes, toujours la stratégie de l'attention, la stratégie du chaos, du choc. Donc le WEF, le World Economic Forum, avait fait beaucoup de scénarios sur sur des breakdowns, des effondrements de serveurs, des crises de télécommunications. Ça avait été évoqué dans beaucoup de milieux. Bon, et puis c'était Microsoft, bien sûr, société systémique. Après tout, si ça a fait ça, c'est parce que c'était Microsoft. Maintenant, il faut quand même souligner l'importance de la souveraineté dans tout ça. On n'arrête pas d'en parler, mais la souveraineté, c'est sérieux. Je veux dire, c'est pas parce que les médias milliardaires et les médias poubelles n'en parlent pas, et surtout hors de ne pas en parler, que la souveraineté n'est pas sérieuse. Et on voit à quel point la souveraineté est sérieuse. Les Russes et les Chinois n'ont absolument pas souffert de la panne CrowdStrike. C'est quand même marquant. En France, vous avez certains systèmes qui sont sous Linux. Donc, d'ailleurs, pourquoi ? Parce que les Russes, comme pour les Chinois, ont des systèmes d'exploitation Linux domestiques, modifiés domestiquement, souvent à partir d'Ubuntu ou d'autres,
Ubuntu propose ce genre de service. Vous avez par exemple Ubuntu Kirin, qui est une distribution, donc Kirin, l'animal mythique asiatique. C'est une distribution spéciale qui a été conçue pour la Chine et que les Chinois ensuite ont remodifié eux-mêmes pour vraiment garder la main sur le code. Donc c'est un fork de Ubuntu concrètement. Et les Russes ont la même chose. Et de toute façon, les best practices, bien sûr, c'est que tout ce qui est un serveur devrait être en Linux minimum, quoi, Debian ou autre. Mais bon, on sait que c'est pas le cas et Microsoft a beaucoup de serveurs et de toute façon ses propres serveurs sont pas en Linux, parce que ça serait un comble. Donc ça a provoqué ces conséquences-là. Et on voit que ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce que pour la plus grosse panne informatique de l'histoire de l'informatique, c'est pas si grave. Enfin si, bon, tous les pauvres passagers qui ont perdu leur vol, etc. Mais c'est pas si grave. Ça nous montre qu'en fait, une vraie panne malveillante pourrait aller beaucoup plus loin. Mais aussi, ça nous montre que les BRICS ont eu raison de s'autonomiser. L'Inde aussi est très autonome. Elle a peu souffert. Elle est moins autonome que la Russie et la Chine en matière de logiciels, de systèmes d'exploitation, mais quand même, elle l'est. Donc les BRICS ont beaucoup moins souffert de cette panne que l'extrême Occident, ou en gros que l'Empire américain d'Orient et l'Empire américain d'Occident. Donc l'Empire américain d'Orient, c'est l'Europe, et l'Union européenne, et l'Empire américain d'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique plus le Canada. Et bon, c'est une leçon parce que, évidemment, il faut veiller à avoir des systèmes souverains. Alors, malheureusement, on le fait pas nous. On avait eu, ne serait-ce que pour les moteurs de recherche, on avait tenté Quaero puis Quant, qui ont été deux grosses conneries monumentales parce que très mal exécutées, parce que confiées à des apparatchiks qui ont pris le pognon et qui se sont cassés. Et pour étouffer l'affaire, parce qu'on pouvait pas assumer, on pouvait pas admettre qu'on avait confié ça à des apparatchiks qui ont pris le pognon et qui se sont cassés, bah, on a juste dit que ça avait raté, et puis voilà. Mais au total, hein, sur Quant et Quaero, on est presque à 1 milliard. Alors vous me direz, 1 milliard, c'est pas grand-chose, vu que de toute façon, pour prétendre avoir nettoyé la Seine, et j'insiste, c'est bien prétendu, hein, c'est pas du tout pérenne, pour mettre un cautère sur une jambe de bois, on a claqué 1,4 milliard pour permettre à Anne Hidalgo de faire son plan de com. Évidemment que vous verrez pas Macron se baigner dans la Seine. Mais bon, bah, la souveraineté, vous voyez, on a dépensé moins pour elle, dans le cas français, et même d'ailleurs franco-allemand, puisque Quaero et Quant, c'était des projets qui étaient censés bénéficier aussi bien à la France qu'à l'Allemagne. C'est pour ça que Springer Verlag, allemand, avait investi dedans. Et ben pour la souveraineté, on n'a pas claqué l'argent qu'on a claqué sans problème pour faire une campagne de com à Anne Hidalgo, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors il a aussi été rappelé qu'en 2010, McAfee avait eu un énorme glitch aussi, un gros bug, avec Windows XP, qui avait été une grosse panne, et je crois la plus grosse de l'histoire à l'époque. Le CTO de McAfee, donc à l'époque McAfee n'appartenait plus à monsieur McAfee, hein, il l'avait vendu, le CTO de McAfee est maintenant le CEO de CrowdStrike. Voilà, c'est ça aussi le point important. Le CTO de l'époque, à l'époque de cette panne, est aujourd'hui le CEO de CrowdStrike. Et en fait, le problème d'ailleurs, la panne de McAfee avait coûté tellement cher à McAfee qu'ils avaient fini par se vendre à Intel. Donc vous avez des gens qui ont dit, je vous cite un post sur X, il n'y a aucune chance que cette mise à jour ait pu passer les contrôles qualité. Parce que oui, quand vous faites une mise à jour, vous faites de la quality assurance, c'est la base, là on parle des best practices. Et il n'y a aucune chance qu'un aussi mauvais code qui a pu crasher autant de systèmes, qui aurait crashé autant de systèmes en quality assurance s'il avait été passé, aurait pu être signé. Sauf si quelqu'un voulait délibérément flinguer beaucoup de systèmes et le faire vite. Voilà ce qui a été dit. Donc on aurait, et par la personne qui a posté cela sur X, on aurait un peu le scénario à la GoldenEye. C'est-à-dire que cette panne a permis d'effacer des données. C'est vrai que là, on est dans dans l'hystérie de la panne, etc. Donc on voit toute la partie émergée qui est donc tous ces touristes qui se retrouvent paumés, avec cette ironie donc des touristes américains qui se retrouvent coincés en pleine Russie et qui peuvent rien payer parce que la Russie a été coupée du système SWIFT. Mais on voit pas la puissance que ce genre de panne a concernant les fraudes financières, concernant l'effacement de tout un tas de données, que ça peut même être du juridique en fait dans certains cas. Si vous voulez offrir une grande distraction, voire un enabling, une facilitation pour une attaque sur une base de données ou même sur des bases de données redondantes à distribuer, qui permettrait
d'en effacer le contenu, par exemple pour des procès en cours, par exemple pour des malversations financières. Eh bien, c'est génial ce genre d'opération. Ça vous permet de faire des choses complètement dingues. Et en matière de malversation financière, je vous rappelle que vous aviez eu par exemple le Libor, hein, pour lequel aucune condamnation d'importance a eu lieu. Et le Libor, c'est jusqu'au trillion de dollars, hein, c'est des manipulations gravissimes. Donc, si vous voulez effacer les traces de grosses fraudes à grande échelle et de hacking très important dans des bases de données, par exemple judiciaires ou donc financières, eh ben, ce genre d'opération est très bonne. Et si vous savez que vous allez la faire à l'avance, eh bien, vous allez pouvoir faire des hackings pendant, et le temps que la presse s'en rende compte, si elle s'en rend compte, bah, ça pourra même être attribué à la panne. Ah bah, pendant la panne, on a eu une base de données qui a sauté. Vous avez même des boîtes qui, de toute façon, auront même pas envie d'en parler. Elles vont faire le damage assessment, elles vont s'intéresser et communiquer sur les dommages qu'elles ont subis de la faille CrowdStrike. Et dedans, vous aurez un sous-alinéa qui dira « Ah oui, on a une base de données qui a été effacée. On a des clients qui n'ont pas été servis, on a des passagers qui nous font des procès, on a des patients dans un hôpital qui ont failli mourir. » Et puis une sous-ligne, ah oui, au fait, la base de données de temps à temps a disparu. Bon, bah ça peut être un hack, mais qui est déguisé et qui est caché, qui est dissimulé par la diversion de la faille. C'est le scénario donc du James Bond GoldenEye, le premier James Bond avec Pierce Brosnan, où là, bien sûr, c'est plus spectaculaire parce qu'on n'est pas sur une petite faille simplement en hacking, on serait sur un satellite, le GoldenEye, qui envoie une impulsion électromagnétique pour faire s'effondrer tous les systèmes informatiques d'une région donnée, en particulier Londres, et donc du coup rayer la bourse de Londres et permettre aux méchants de faire toutes les transactions financières qu'ils veulent. Et ben c'est pas du tout impossible que derrière la faille CrowdStrike, il y ait eu cette dimension-là, et je la prends très au sérieux, et je considère moi personnellement qu'elle est la plus plausible. Et de très très loin le premier suspect dans donc que c'était délibéré selon moi, et que ça cachait soit un stress test pour préparer quelque chose à plus grande échelle, soit tout simplement des manipulations, des hacks qui, dans le feu de l'action, vont pouvoir être rendus beaucoup plus possibles et surtout beaucoup plus discrets. Mais j'insiste, ce n'est que mon opinion, je vous demande pas d'en faire la vôtre. Alors, évidemment, les utilisateurs de Linux et Mac se délectent. Sur X, un petit manchot au sourire malicieux est soudainement devenu viral, donc parce que Linux, c'est le pingouin. Hein. Le logo du système, enfin, le manchot, les Américains disent Emperor Penguin. Hein, c'est pour ça que je fais souvent l'erreur, que les ornithologues ne me tombent pas dessus. Le logo du système d'exploitation open source et gratuit Linux, donc pingouin. Une solution informatique datant de 91, tournée en dérision en temps normal, car représentant une part infime des systèmes utilisés sur les ordinateurs. Oui, mais beaucoup plus fiable. Face à l'ogre Windows, cette situation inédite a conduit les utilisateurs de Linux à prendre leur revanche et à se moquer à leur tour de l'entreprise américaine, défendant dans le même temps leur système perçu comme un symbole du mouvement du logiciel libre, ce qui est vrai, qui entend s'ériger contre la domination des GAFAM et leur opacité en développant des logiciels dont le fonctionnement est accessible à tous. De leur côté, les fans de la marque Apple ont tweeté toute la journée du vendredi en parlant de jour de gloire. Bah oui, parce que c'est vrai qu'Apple, qui est basé sur un système Unix, comme Linux d'ailleurs, mais évidemment Linux est plus récent que OS X. Enfin, techniquement non, mais la racine d'OS X est plus ancienne que celle que Linux, que le noyau Linux. Eh bien, en effet, les deux ont eu bien raison. Alors là aussi, la question de souveraineté, ça serait, parce que par exemple, la gendarmerie a Jean Ubuntu, donc je vous ai parlé de Ubuntu Kirin, la gendarmerie en France a Jean Ubuntu, qui a été fait spécifiquement, donc c'est un fork d'Ubuntu avec Canonical, qui est la société qui gère Ubuntu, société sud-africaine, enfin basée à l'île de Man, par Mark Shuttleworth, le premier sud-africain dans l'espace, touriste spatial. Mais bon, c'est, si vous voulez, c'est epsilonesque, quoi. Genre Ubuntu, ça devrait être la norme en France. C'est ça que je voulais dire. Et en particulier, quand on voit que Elon Musk veut interdire maintenant tous les iPhones si Apple décide de mettre ChatGPT dans ses iPhones, parce qu'il considérera que c'est une faille de cybersécurité très importante. Ça montre à quel point la souveraineté est importante, et aujourd'hui, ce sont les entreprises qui s'intéressent à la souveraineté. Par exemple, Elon Musk, lui, prend des devants que son État n'aurait pas pris, parce que je ne crois pas que les parlementaires américains soient interdits d'iPhone. Barack Obama l'était, parce que les iPhones restent hackables à l'époque, plus que les BlackBerry, qui étaient eux construits autour de la sécurité. Mais bon, maintenant, les BlackBerry sont plus utilisés.
Alors ensuite, autre dépêche importante, une analyse audio suggère que 3 armes ont ouvert le feu lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Et alors c'est sur CNN, ça, figurez-vous. C'est eux qui l'ont repris. Peut-être qu'ils sont en train d'essayer de se racheter après les énormes conneries qu'ils ont dites. Des experts de la scientifique judiciaire ont laissé entendre que plus d'une arme aurait été utilisée dans l'attentat contre Donald Trump, ce 13 juillet dernier, pendant un rassemblement à Butler. Les 3 premiers coups de feu correspondant à l'arme présumée A, les 5 suivants à l'arme présumée B, et la dernière impulsion acoustique a été émise par une possible arme C, selon l'analyse audio de Katalin Grigoras, directeur du National Center for Media Forensics à l'Université du Colorado à Denver. Alors c'est une référence, l'Université du Colorado à Denver, pour ça. L'authentification d'audio, de cassettes, même de vieilles cassettes, etc. C'est la référence mondiale. Et de Cole White Cotton, associé principal de recherche professionnelle au sein de l'Université du Colorado à Denver. L'analyse audio a également confirmé que le tireur se trouvait à une distance comprise entre 360 et 393 pieds du podium, selon l'expert en criminalistique Robert Maher. Les coups de feu illustrent une séquence crack-pop typique lorsqu'une balle supersonique passe devant un microphone, avant l'arrivée du son correspondant au souffle de la bouche, a déclaré à CNN M. Maher, qui enseigne la criminalistique audio à l'Université de l'État du Montana. Le temps écoulé entre ces marqueurs place le tireur à une distance de 110 à 120 mètres du microphone, a expliqué M. Maher, en supposant que la balle se déplace à une vitesse moyenne de 800 à 1000 mètres par seconde, ce qui équivaut à une vitesse de 2600 pieds à 3200 pieds par seconde, oui, en retard units. Bon, ça c'est... Alors, évidemment, l'info que sur CNN concerne les autres tireurs, en gros le Secret Service, les gardes du corps et tout. Eux, ils vont pas creuser l'information d'un suspect qu'on voit très clairement, mais très clairement, se déplacer au sommet du château d'eau, qui était dans la zone d'exclusion, la fameuse zone Pac-Man. Et certains pseudo-fact-checkers, enfin comme d'hab, vous savez comment c'est, hein, comme le cyclope exalté pour l'ami de Joe Biden, on dit « Ah mais non, c'était pas un homme, c'était le logo du château d'eau ». C'est complètement faux, donc il y a un logo sur le château d'eau, mais il y avait au-dessus une ombre bipède qui s'est déplacée et qu'on voit très bien se déplacer, et qui ensuite a disparu. Bon, bah ça s'appelle un suspect en criminologie, et il aurait fallu enquêter dessus, le retrouver, suivre la piste, voir s'il n'y avait pas de traces ADN sur le haut du château d'eau. Vous pouvez être absolument sûr que rien de tout cela n'a été fait. Alors, j'ai donc fait un supplément spécial sur les frappes israéliennes au Yémen, mais maintenant on va parler juste de la guerre à Gaza en général. Donc, rappelez-vous, le Lancet a publié que c'est au moins 185 000 morts direct et indirect. Toutes les écoles, tous les hôpitaux de Gaza ont été détruites. Donc là, vraiment, le génocide est confirmé. Vous avez 10% de la population qui est morte. Presque 10%, on doit être à 9 maintenant. Mais bon, si ça continue comme ça, les 10% vont être atteints. Et ça, pour la Cour internationale de justice, ça va de soi. C'est complètement marquant. C'est le marqueur absolu d'un génocide. Alors, il y a une partie qui sera considérée comme du oupsie, mais devant la Cour internationale de justice, ça passe pas comme ça. Alors, au Liban, un haut responsable islamiste allié du Hamas tué dans une frappe israélienne. Le groupe Jamaat Islamiyah, connu pour ses étroits liens avec le Hamas, a confirmé la mort de l'un de ses principaux dirigeants suite à une attaque israélienne ciblant son véhicule jeudi dernier. Cet événement survient dans un contexte de guerre ouverte depuis le 7 octobre entre Israël et l'Iran. Mohamed Hamed Jabara, désigné comme commandant par Jamaat Islamiyah, a été la cible d'un raid sioniste odieux selon les mots du communiqué publié par le groupe. L'agence de presse officielle ANI a rapporté que le drone ennemi a frappé le véhicule de Jabara, un pick-up, aux environs de 6h30 heure locale, dans la région de la Beka. Fondée en 1960, la Jamaat Islamiyah mène des attaques coordonnées avec le Hamas contre Israël depuis le sud du Liban, affirmant ainsi son engagement dans le conflit régional. La récente escalade de violence à la frontière israélo-libanaise a causé la mort de 512 personnes au Liban, principalement des combattants, y compris 9 membres de Jamaat Islamiyah et au moins 104 civils, selon un décompte de l'AFP. Du côté israélien, les affrontements ont compté la vie à 17 soldats et 13 civils, selon ce qu'ont indiqué les autorités. Dans ce contexte, la Knesset, j'en parle dans le supplément, mais là on va bien lire la dépêche, la Knesset adopte une résolution contre la création d'un État palestinien.
Je ne sais pas si c'est diplomatiquement très intelligent, pendant qu'il y a la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale qui enquêtent. Le Parlement israélien a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi une résolution s'opposant, alors c'est aussi pris dans la nuit, il y avait moins d'élus présents, s'opposant à la création d'un État palestinien à quelques jours d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Cette résolution symbolique proposée par un député de droite de l'opposition a recueilli, c'est ça qui est marrant, c'est un député de l'opposition, mais il est encore plus faucon que Netanyahou, a recueilli le soutien de 68 élus de la coalition au pouvoir et de l'opposition. 9 députés ont voté contre, donc le reste s'est abstenu. De toute façon, c'était la nuit, puisque les autres n'avaient pas forcément envie de prendre position. Et une vraie abstention, c'est pire que de simplement ne pas être là. Selon cette résolution, la Knesset s'oppose fermement à la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et donc la guerre des 6 jours. Ou dans la bande de Gaza, aujourd'hui dévastée par la guerre qui mène Israël en représailles à l'attaque sans précédent lancée par le Hamas le 7 octobre. La création d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël constituera un danger existentiel pour l'État d'Israël et ses concitoyens, va perpétuer le conflit israélo-palestinien et déstabiliser la région, déclare le texte adopté à la Knesset. La présidence de l'autorité palestinienne a réagi en affirmant qu'il n'y aurait ni paix ni sécurité pour qui que ce soit sans établissement d'un État palestinien, et a accusé la coalition au pouvoir en Israël de plonger la région dans l'abîme. À Paris, le Quai d'Orsay a exprimé sa consternation à la suite de cette résolution, rejetant la perspective d'établissement d'un État palestinien, en contradiction avec les résolutions adoptées au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Knesset avait voté en février à une large majorité de 99 élus sur 120 contre la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Pas qu'ont franchi en mai 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ainsi que l'Arménie en juin, rejoignant la majorité des pays membres de l'ONU ayant reconnu l'État de Palestine. M. Netanyahou doit se rendre lundi à Washington pour s'exprimer devant les élus du Congrès le 24 juillet à l'invitation des chefs parlementaires républicains et démocrates. Il pourrait aussi rencontrer le président américain Joe Biden, très critique depuis des mois de la guerre que mène Israël à Gaza. Enfin, c'est Blinken qui est critique, même si Netanyahou continue à préférer Blinken à Trump pour le moment. Et c'est Netanyahou, un tuitu personné, c'est pas forcément toute la politique israélienne. Mardi dernier, le Premier ministre israélien avait estimé, après de nombreux bombardements à Rafah, où 2 Palestiniens ont été tués, que le Hamas subit une pression croissante parce que nous lui faisons mal, nous éliminons ses commandants de haut rang et des milliers de ses terroristes, c'est exactement le moment d'augmenter encore la pression. Et il faut rajouter, et ce que la dépêche ne dit pas, c'est que le porte-parole de l'armée israélienne avait bien déclaré, j'en parle dans le supplément, le Hamas est une idée, il ne peut pas être éradiqué. Et le cabinet de Netanyahou lui avait demandé de rétracter ses propos, et l'armée l'a soutenu en lui disant non, nous maintenons ses propos parce que c'est la réalité. Le Hamas, de la même façon que l'IRA en Irlande, ne peut pas être éradiqué militairement. Donc je vous avais parlé de l'étude du Lancet, ça va être la dernière dépêche de la version gratuite de l'Octogone. Et encore merci pour tous les abonnés Scandaria qui soutiennent l'Octogone et qui nous permettent d'avoir une information libre. On a vraiment besoin de vous, donc merci à vous. Une étude du Lancet affirme que l'offensive israélienne sur Gaza aurait déjà fait près de 186 000 victimes. Donc Gaza, c'est de l'ordre de 2 millions, c'était de l'ordre de 2 150 000 habitants. Là, on a 186 000 victimes. L'étude publiée la semaine dernière dans la revue indique qu'il est généralement admis que les décès indirects dus à la guerre peuvent être de 3 à 15 fois plus nombreux que les décès directs. Ainsi, si l'on considère les chiffres de Gaza, une estimation prudente est que 186 000 personnes mourront directement ou indirectement du conflit s'il s'arrête maintenant. Les auteurs soulignent qu'il est extrêmement difficile de chiffrer avec précision le nombre de morts palestiniens en raison de l'effondrement total du système de santé et de l'enclave et de l'accès limité des Occidentaux à l'enclave en raison du blocus israélien. Donc oui, en effet, il n'y a plus d'écoles, ni d'hôpitaux à Gaza. Même si le conflit prend fin immédiatement, il y aura encore de nombreux décès indirects dans les mois et les années à venir, dus à des causes telles que les maladies reproductives, sexuellement transmissibles, etc. Écrivent les chercheurs. Al Jazeera, citant les Nations Unies, a rapporté dimanche que la guerre avait déraciné 90% de la population de Gaza et laissé près de 500 000 personnes en souffrance d'une faim catastrophique. Voilà donc pour les nouvelles générales dans la région. Je vous suis donc dans l'Octogone pour les abonnés avec notamment des nouvelles de l'Ukraine et des nouvelles technologiques.